vous connaissent pas, enfin qui te connaissent pas, pardon, chez quoi que ce soit. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas du tout, par exemple? D'accord. Alors, je suis né au Maroc en 1944, donc j'ai fêté mes 80 ans il n'y a pas longtemps, et dans une famille, dans un ghetto juif, donc très très, comment dire, on avait pratiquement aucun accès à la culture. Imaginez les années 40 et 50, c'était quelque chose. Et puis, bon, on a eu la chance, nous, les juifs au Maroc, d'avoir accès à l'éducation parce que la France coloniale n'avait pas intérêt à éduquer les juifs marocains ou les musulmans marocains, mais on avait un système d'école, un réseau d'écoles créé par l'ONG, l'Alliance israélite française. Bon. Et donc j'ai eu une éducation française et très vite j'ai rêvé en français. Pour moi, c'était les grands auteurs français, etc. Et mon rêve était d'aller à Paris. Et à l'époque, dans les années 50, nous avons été travaillés par les agents sionistes qui sont arrivés en masse au Maroc. Et j'ai fait partie d'un mouvement de jeunesse sioniste entre mes 16-17 ans et 20 ans. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être tombé sur un mouvement marxiste parce qu'il y avait d'autres mouvements. Et donc, j'ai appris l'international en hébreu, la lutte des classes en hébreu, et ainsi de suite. Voilà. Et après, je suis parti à Paris, j'ai fait des études de droit, et puis j'ai vécu un petit peu à Montréal, à Berlin, je suis retourné au Maroc, j'ai fait maître assistant à la fac pendant 10 ans, et je suis venu à Paris en 1978, non, 87, pardon. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais écrire. Je vais écrire des romans. Voilà. Parce que moi, je sais pas, j'aime écrire des romans parce que je pense que le roman donne une liberté à l'auteur et décrit la situation. Par exemple, j'ai écrit, il y a quelque chose qui me trouble, c'est qu'il y avait 300 000 juifs au Maroc et ils sont partis à 99% et les gens ne savent pas pourquoi ils sont partis. C'est un grand mystère au Maroc. Enfin, on a envie que ça soit un mystère. Et je vais vous faire une confidence, enfin qui n'est pas tellement une confidence, mais j'aime bien la rappeler. En 2019, j'ai été invité au Maroc pour une conférence, d'ailleurs sur la nouvelle religion de la Shoah. Et j'ai la vidéo sur ma chaîne YouTube, si vous voulez la voir, voilà. Donc la nouvelle religion de la Shoah. Et j'ai été invité par l'ancien Premier ministre, on dit entre guillemets islamiste, Belkiran, qui m'a invité à dîner avec les copains d'alors. Et imaginez le Premier ministre, il me dit, à un moment donné, Jacob, dis-moi, pourquoi les Juifs sont partis? Et en fait, c'est une question qui taraude les Marocains parce qu'ils n'osent pas affronter la vérité. Pourquoi ils sont partis, voilà. Et, et en fait, mon premier roman, c'était Les Noces du commissaire, où je racontais comment les hommes d'affaires juifs, il y avait 5 ou 6 qui avaient la trempe de Rockefeller, par exemple, qui auraient pu devenir des Rockefeller. Et ils ont été, disons, mis à l'écart par la bourgeoisie nationaliste marocaine. Et je l'ai écrit sous forme de roman. Et le roman qui m'a fait connaître, c'est Le Printemps des Sayanim. C'est-à-dire, les Sayanim, c'est quoi? Ce sont, si vous me permettez quelques secondes pour donner la définition, c'est que le Mossad, en 1959, s'est dit, on dispose de 500 000 juifs qui appartiennent à la franc-maçonnerie juive de par le monde. Ils sont 500 000. Et parmi eux, c'est vraiment la crème de la crème dans les pays, les États-Unis, la France, etc. On va leur demander de nous rendre service. Donc en 1959, le Mossad a établi le réseau des Sayanim. C'est-à-dire, on va avoir des juifs, mettons par exemple, qui travaillent en France sur France Inter, par exemple, hein, Jean-Pierre Cabache, par exemple, hein, ou Anne Sinclair, Patrick Cohen, etc., ou bien dans la publicité. Voilà, ou le président de Publicis, par exemple. Et on leur dit, voilà, il faut défendre Israël. Est-ce que vous voulez bien rendre service à Israël, devenir un Sayan? Et ils disent oui. Enfin, il y a à peu près 50 000 Sayanim à travers le monde. Donc imaginez le poids de ces Sayanim, par exemple aux États-Unis, les milliers qui sont dans la banque, dans le cinéma, à la télévision, dans la politique. Et c'est ce qui explique, parce qu'on ne comprend pas. Les gens se disent, mais enfin, comment ça se fait quand la France, par exemple, elle est derrière Israël? Enfin, c'est pas possible. Mais c'est que depuis 1959, le Mossad a établi une espèce de toile d'araignée dans tous les domaines. Alors, l'édition, l'université, la politique, l'économie, etc. Et qui, depuis 1959, ils ont établi cette toile d'araignée qui a exclu tous les, disons, entre guillemets, tous les pro-palestiniens, tous les critiques d'Israël, et a établi ce discours monolithique en faveur d'Israël. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les esprits sont formatés pour la défense de ce petit pays démocratique, se bat. Imaginez Jean-Paul Sartre, quand même, c'est pas n'importe qui. Enfin, en 1967, il avait eu peur pour Israël, parce qu'il a cru au truc, et les Juifs à la mer. Et imaginez la force de la propagande qui était telle que des gens comme Jean-Paul Sartre ont mordu à l'hameçon. Et donc finalement, ces Sayanim qui aident, par exemple, mettons, je vais prendre un exemple. Vous pouvez l'affaire des Beeper, par exemple, contre le Hezbollah. Le Mossad, il possède, par exemple, des agents dans les chambres de commerce, à travers dans le patronat, dans tous les pays européens et aux États-Unis. Et donc, il aurait très facile de se dire, tiens, écoute, Lévy, machin, etc., nous avons envie de créer une société pour vendre des Beeper. Eh bien, ces Sayanim, ils vont donner tous les éléments au Mossad pour créer ces sociétés. Et donc, à la banque, par exemple, pour donner un exemple concret, le numéro 2 de la réserve fédérale, au début des années 2000, c'était un juif, un Sayan probablement, qui est devenu président de la Banque d'Israël un peu plus tard. Donc imaginez tous les renseignements qu'il peut donner au Mossad sur les mouvements bancaires, etc. Au cinéma, par exemple, Hollywood a fait un film qui s'appelle Exodus en 1961. Les plus vieux peut-être le connaissent.
Mais c'est un film, quand l'équipe est arrivée en Israël, il a été reçu par le premier ministre Ben Gurion. C'est dire l'importance que ce film a eu. Et bien ce film a formaté une génération entière d'Occidentaux dans le storytelling, où on dit le narratif sioniste. C'est-à-dire toute l'histoire telle que racontée par les sionistes, ça veut dire que les Arabes n'ont pas été expulsés en 48, ils sont partis d'eux-mêmes, etc. Enfin, le narratif extraordinaire. Et bien une génération entière a été formatée grâce à ce film. Donc voilà le travail souterrain ou ouvert des Sayanim. Et j'écris. Et d'ailleurs, j'ai été le premier en France à donner le nom de Sayanim. Avant, on avait peur de l'utiliser. Moi, quand j'ai découvert les Sayanim, je me disais, dans les années 90, je me disais, mais comment ça se fait que aucun journaliste n'en parle, etc. Enfin, c'est pas possible. C'est un mot hébreu? Oui, c'est un mot hébreu qui veut dire ceux qui aident. D'accord. Du verbe aider, voilà. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait que personne n'en parle? Parce que enfin, je veux dire, il suffit de lire Victor Ostrowski, qui est un ancien agent du Mossad, qui a publié son livre en 1985, Gordon Thomas, le spécialiste des mouvements des services secrets britanniques et israéliens, qui en parlent en long et en large. Eh bien, j'ai découvert, enfin, j'ai remarqué que les journalistes en France, par exemple, ils ont dû rencontrer le mot Sayanim et ils ont été tétanisés. Quand mon livre est sorti, on m'a dit, il y a une association qui m'a appelé de Marseille pour aller donner une conférence. Puis elle m'a dit, oui, mais les mots Sayanim, quand même, ce que vous dites, ça ressemble un petit peu au protocole des sages de Sion. Je dis, mais attendez, ça n'a rien à voir. C'est un truc officiel, etc. Mais tellement ce mot a terrorisé, et je vais finir par une anecdote. Lorsque le livre allait paraître, j'avais une quatrième de couverture que je me baladais avec. À l'époque, j'étais membre de l'UJFP, l'Union des Juifs pour la paix. Et j'ai rencontré à une réunion une journaliste de l'Humanité. Je lui ai montré la quatrième, elle m'a dit, ah, c'était très intéressant, envoyez-moi le livre. Donc j'ai demandé au service de presse de l'Harmattan d'envoyer le livre. Elle n'a jamais voulu en parler. Elle a eu la trouille parce qu'elle s'est dit, oula, c'est de la dynamite. Donc voilà à peu près les Sayanim. Bon, j'ai écrit d'autres romans, notamment par exemple Confession d'un Sayan, aux éditions Contre-Culture, où j'ai voulu montrer comment un juif athée est devenu Sayan presque malgré lui à 50 ans. Voilà. Et donc, en quoi consistait son boulot? C'est un roman, hein. Mais enfin, moi j'aime le roman parce qu'il me donne de la liberté. Oui. Et il me donne la possibilité de rendre vivant un personnage. Pourquoi il fait ça, etc. Qu'est-ce qui le pousse, etc. Voilà. Voilà, j'ai à peu près. Bon, j'ai essayé de faire un petit résumé. Je vais être honnête avec vous, Le Printemps des Sayanim, c'est le seul livre que j'ai lu de vous. Et en fait, je l'ai même plus avec moi parce que je l'ai prêté et je sais même plus à qui et on me l'a jamais rendu. Donc je l'ai même plus, en fait, malheureusement, le bouquin. Mais là, avant de redonner la parole à Maximus, ensuite, on va vous poser